3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Patrolin est avec nous, le président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Wilfried Galland d'être avec nous également en plateau. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Grégoire. Directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Et à nos côtés également Axel Bott, directeur de la stratégie marché d'Ostrom Asset Management. Bonsoir Axel. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Le thème de la pause, effectivement, à quelques jours des prochaines décisions de la Réserve fédérale américaine, notamment la BCE et la Banque du Japon rendront également leurs décisions et leurs vues sur la situation conjoncturelle, notamment la semaine prochaine. Si on prend l'idée de la pause telle que défendue par Jérôme Powell il y a un peu plus d'un mois, le concept, ou en tout cas l'interprétation du concept a évolué quand même ces dernières semaines. Axel, qu'en est-il pour la semaine prochaine et le meeting suivant? Et puis si les banques centrales sont très data dépendantes, ce qu'elles nous disent, en tout cas, on peut ne pas s'interdire de réfléchir à ce qui arrive devant nous quand même en matière de conjoncture. À la rentrée, notamment, ça peut éclairer peut-être les termes de la discussion la semaine prochaine au sein des comités de politique monétaire des banques centrales. Et entre maintenant et la rentrée, il y a toujours cette réunion de Jackson Hole qui peut être justement le moyen de communiquer une nouvelle orientation s'il y a lieu. En tout cas, pour le meeting la semaine prochaine, je pense qu'effectivement, le consensus sur une pause, c'est assez fort. Il regroupe Philip Jefferson, donc vice-président de la Fed, Jérôme Powell, bien sûr, John Williams, de la Fed de New York. C'est quand même le corps du FOMC qui semble être accordé sur une pause. Mais c'est une pause avec un biais qui sera probablement restrictif, compte tenu des dernières données, notamment de déflateurs sous-jacents, donc le Core PCE, qui a été plutôt révisé en hausse ces derniers temps. Le niveau de l'emploi, toujours soutenu, un chômage qui, malgré la dernière remontée, reste sur des niveaux extrêmement faibles. Et puis ça reste une machine à créer des jobs. Et donc dans ce cas-là, on peut probablement espérer une légère décélération des salaires, mais elle restera trop modeste pour changer la donne du point de vue de l'inflation sous-jacente. Donc ils resteront sur ce credo-là, la pause pour avoir un petit peu plus de données, mais on n'exclut pas éventuellement de reprendre le cycle monétaire, comme ça a été le cas pour l'Australie, ça a été le cas au Canada. Donc on a en plus des exemples qui désormais laisse entendre que la pause n'est pas le signal d'une future baisse, en fait. C'est une situation qu'on peut projeter même un peu au-delà des prochains mois et des prochains trimestres. Enfin, l'idée de se dire qu'on est peut-être dans un monde à confirmer, bien sûr, mais où la politique monétaire, où la balance de la politique monétaire sera toujours un peu plus tiltée vers le haut, vers le restrictif, que ce que ça n'a été au cours des dernières années et du cycle précédent. Quand bien même il y aura un moment peut-être des baisses de taux, il y en aura peut-être moins vite, moins fort peut-être que ce qu'on aurait pu imaginer, en tout cas, dans le cycle et les conditions du cycle précédent. Oui, je pense que c'est le cas, effectivement. C'est-à-dire que la baisse cyclique de l'inflation qu'on voit très bien se dessiner aux États-Unis ne sera pas l'élément déclencheur du cycle de baisse de taux. Il y aura toujours cet élément en filigrane qui est qu'on a quand même changé de monde du point de vue des risques de l'inflation et des risques qu'on négligeait il y a quelques années qui se sont matérialisés. Du côté de la Fed, en plus, il y a ce signal un petit peu peut-être problématique pour la Fed du côté du logement. C'est-à-dire que depuis quelques temps, depuis 6 mois maintenant, on a en fait une stabilisation, voire une légère remontée des prix du logement. C'est un secteur qui est évidemment éminemment sensible à la politique monétaire et ça peut justifier de prolonger au moins le statu quo, voire des taux élevés pendant un peu plus longtemps, indépendamment de ce qui se passe, par exemple, sur le prix des biens, qu'on voit bien qui va forcément décélérer. Mais cette composante de service va très probablement maintenir le corps longtemps au-dessus de 4%. Et donc ça, c'est effectivement une des raisons pour laquelle la Fed aura probablement une inclinaison plutôt restrictive pendant assez longtemps et pour vraiment s'assurer qu'on revient vers un niveau d'inflation, disons, probablement du même ordre qu'avant la crise Covid, c'est-à-dire autour de 2%, avec une relative stabilité, une prévisibilité très bonne en fait de la dynamique des prix. Et je pense que ça vaut le coup pour la Fed de prendre un petit peu d'assurance et de maintenir des taux réels relativement élevés pendant une période, même pendant cette fin de cycle, de façon à s'assurer qu'il n'y ait pas de retour de l'inflation trop précoce, qui les forcerait en plus à réactiver un cycle de hausse peut-être
très méchant celui-là pour le coup. Ouais. Oui, effectivement. Alors là, qui serait un sacré scénario adverse, pas du tout pricé aujourd'hui par les investisseurs. Ça fait des mois qu'on dit qu'on est dans le fine-tuning en matière de politique monétaire. Bon, mais c'est le cas, évidemment, mais on voit bien la difficulté du réglage final. C'est quoi le risque d'erreur à ce stade pour vous, Wilfried? Est-ce que c'est le risque de faire... emballé par la situation, la hausse de trop, le 25 ou 2 fois 25 de trop, ou est-ce que le risque, c'est de se dire, on prend le temps de regarder ce qui se passe et de se retrouver à un moment, non plus à devoir discuter peut-être de 25, mais de 50. C'est Larry Summers qui dit ça. Moi, je pense que l'erreur de politique monétaire, elle a déjà été faite, en fait. Donc, on est. Non, je pense que compte tenu du taux de croissance potentiel des économies, on est déjà monté beaucoup trop haut et beaucoup trop fort en termes de taux. Et je pense que, en tout cas dans l'histoire, les banques centrales, contrairement à ce qu'on peut dire sur beaucoup de plateaux de télévision, se sont toujours couchés très très vite lorsque le cycle se retourne, très très vite. Donc ils ont beau avoir dit dans le passé, vous allez voir ce que vous allez voir, dès que le cycle se retourne fortement, les banques centrales craquent très très rapidement. C'est pour ça que le marché aujourd'hui nous dit on va avoir des baisses de taux relativement rapides. C'est historiquement ça. Donc la vraie question qui se pose, c'est à quelle vitesse est-ce que le cycle peut se retourner? C'est-à-dire si effectivement on a une croissance relativement résiliente, et la question qu'on a aujourd'hui profondément et qui est assez déstabilisante, c'est que on voit une différence entre les indicateurs soft et les indicateurs hard. C'est-à-dire les indicateurs soft sont extraordinairement récessifs. Quand on regarde par exemple l'indicateur ISM manufacturier nouvelle commande à 42, mais 42, on est au niveau le pire qu'on avait pendant la pandémie et en 2009. Donc on est à des niveaux récessifs considérable aux États-Unis. Ouais, ça tombait même à 30. Oui, alors on est. Mais par rapport à 2008-2009, j'allais dire, c'est encore un cran. Non, mais en tout 42, on serait sur des récessions extraordinairement fortes. Et si on est sur des récessions fortes, là, je vous prie de croire, là, on peut se retrouver juste après. Il n'y a pas de problème, la Fed craquera. Si on est sur ce niveau de récession, il n'y a pas de problème, la Fed craquera. Le sujet, c'est véritablement ça, parce que au dehors des indicateurs soft, je pourrais parler aussi d'indicateur du Michigan pour les ménages, il y a beaucoup de choses. Les indicateurs en revanche plus durs tiennent plutôt pas mal. Mais oui. Ça tient plutôt pas mal. Et donc si effectivement on est sur des indicateurs qui tiennent et sur effectivement des cycles économiques qui changent un peu avec... Pourquoi pas la possibilité d'avoir des élasticités prix qui ont changé dans l'économie, donc avec la possibilité de piloter de façon beaucoup plus fine les marges et donc d'avoir des pressions inflationnistes qui se déclenchent régulièrement, là tout est possible. Mais moi, mon sentiment, c'est que on a aujourd'hui des tendances qui sont déflationnistes dans l'économie mondiale. Quand on regarde les prix à la production en Chine, là on n'est pas dans le flat, on est dans le moins 4%. Quand on regarde les prix à la production en Allemagne, on est dans le négatif. Et on est négatif depuis plusieurs mois déjà, depuis 3 mois. Donc c'est véritablement un sujet. Je pense qu'on a, à mon sens, déjà ralenti très fortement la dynamique mondiale. Et donc par rapport à ça, la pause est absolument nécessaire. Elle arrive peut-être déjà trop tard. Et que je ne vois pas du tout un nouveau cycle de hausse se déclencher. Les 2 exemples qu'on mentionne, c'est-à-dire l'Australie et le Canada, je rappelle que ce soit la monnaie australienne et la monnaie canadienne, sur un an, sont en perte d'à peu près 5% ou 6% par rapport au dollar, ce qui n'est pas du tout le cas du dollar-euro, et encore moins du dollar qui s'en fiche complètement, puisque c'est lui la référence. Donc, tant qu'on a une stabilité monétaire de la part des 2 grandes zones, c'est véritablement le cycle qu'on va regarder. Si le cycle baisse, je pense qu'on ne remontera pas les taux. Alors, que le cycle puisse baisser un peu, pourquoi pas, mais pourquoi est-ce qu'il se retournerait fortement là? Parce que là aussi, quand on regarde le niveau à la fois par exemple, si vous regardez la masse monétaire aux États-Unis, M1, M2 et M3, quand vous agrégez les données de crédit, est en train de baisser à toute vitesse. Enfin, c'est un effondrement. Boum. Non mais quand vous regardez dans l'histoire le décalage, quand vous superposez les courbes avec un peu de décalage entre les évolutions des masses monétaires et les évolutions de l'activité, en général c'est pas joyeux dans ce cas-là. Il y a pas mal d'éléments qui sont un petit peu inquiétants. Donc effectivement, si les données dures continuent à résister, là il n'y a pas de problème parce que l'emploi continue à résister. Voilà, il y a des éléments de résistance. Je pense quand même qu'on est allé, en termes monétaires, je pense qu'on est allé un peu loin. Xavier. J'ai pas de questions. Si, vos commentaires. C'est la discussion. Moi, j'ai un avis légèrement différent de celui de Wilfried, parce que je pense que si elles ont commis une erreur, les banques centrales, c'est qu'elles s'y sont pris trop tardivement. Est-ce qu'elles sont allées trop loin aujourd'hui? J'ai pas le sentiment. Je pense qu'au contraire, elles sont encore très stimulantes.
La BCE est très stimulante, la Fed est, on va dire, quasi neutre. De mon point de vue, moi je fais des petites modélisations sur les courbes de réaction sur le passé, à partir de la core inflation, et j'ai l'impression qu'on est en territoire de relative neutralité. Et là, il faut peut-être entrer dans une spécificité du cycle actuel. C'est les marchés du travail qui sont totalement singuliers depuis, peut-être pas l'après-guerre, oui, depuis l'après-guerre. C'est-à-dire une situation de pénurie. Le marché américain, je rappelle souvent ce chiffre, on peut le réactualiser quasiment tous les mois. Aujourd'hui, un chômeur rencontre 1,7 offres d'emploi. Dans les 20 dernières années, c'était entre 0,2 et 0,8, donc disons 0,5. Donc ça veut dire que la politique monétaire, à ce stade, malgré ce que tu dis, n'a zéro prise sur la structure du marché du travail. Je suis pas d'accord avec ça. Mais bah ouais, vas-y, Xavier. Tu vois, et donc je pense que et d'ailleurs d'où la dualité industrie-service. On a certes une récession industrielle à l'échelle mondiale, et d'où l'évolution des prix, mais sur les services, pour l'instant, pas du tout. Alors après, il faudrait rentrer dans une analyse fine au moment du Covid, avec ce décalage entre les biens manufacturés, le décalage sur les services, donc peut-être. Mais enfin, il y a probablement des éléments structurels qui font que ça risque de contraindre ce que tu disais tout à l'heure, Alex. Je pense que ça va contraindre les banques centrales sur le moyen terme. Elles vont devenir plus restrictives parce que, à mon avis, l'objectif d'une inflation aux alentours de 2%, à cette heure, est quasi inatteignable, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. C'est pas ce que dit le marché obligataire des indices d'inflation. Il donne quitus. Moi, je pense que c'est un objectif totalement inatteignable. Et donc, marquer une pause aujourd'hui, pour en revenir à ta question sur la Federal Reserve, elle le fait parce qu'il y a eu un stress bancaire. Oui, c'est déjà une bonne raison. Oui, absolument. L'histoire montre aussi là que les stress bancaires... C'est un signe de prudence. Oui. Mais sans le stress bancaire, je pense qu'elle aurait continué ces petits mouvements. Alors, la veille de SVB, il nous dit on va à 6. Voilà, c'est ça. Si on peut j'arrive exactement à 6. 6, on est en territoire bien restrictif. Donc là, il est en territoire de neutralité parce qu'il ne sait pas dans quel sens ça va partir. Pour la BCE, là, pour le coup, est très en retard. D'ailleurs, on pourrait... À moyen terme, si on reste sur ce profil de comportement de la Banque centrale européenne, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un niveau d'inflation à moyen terme, pour d'autres raisons d'ailleurs, plus élevé en zone euro qu'aux États-Unis dans la décennie qui vient. Là, c'est possible. Alors, tu me diras, tant mieux, Dieu soit loué, parce qu'on a beaucoup de dettes souveraines. C'est-à-dire que l'écart qu'on avait en tête en matière de politique monétaire est déjà beaucoup plus réduit que ce qu'on prévoyait au départ. Non, mais il ne faut pas oublier non plus, alors vous le dites, très bien, mais le stress financier, c'est quand même un stress dans la chaîne de crédit, c'est un durcissement, ça équivaut à un X hausse de taux. La politique quantitative ou la réduction de la politique quantitative, c'est aussi X hausse de taux. Les émissions du Trésor qui vont quand même assécher un peu plus de liquidité en quelques mois, c'est aussi X hausse de taux, etc. Non, mais moi je pense qu'il faut faire des petits pas. La stratégie des petits pas est la bonne parce qu'il ne faut pas être éléphant dans le magasin de porcelaine. On ne sait jamais. Donc il y a des variables, des facteurs d'incertitude. Mais globalement, on est dans une conjoncture qui est totalement singulière. Cette dualité entre industrie et services, pour l'instant, ne montre aucun signe de faiblesse. Que ce soit sur le soft ou sur le hard, sur les données soft ou hard. On est à 50 sur les services, c'est pas non plus dingue. Oui, mais enfin quand même. ISM Service est à 50,9. Oui, mais cet écart entre le a rarement été, on l'a vu par le passé, mais est rarement aussi marqué. Et donc, moi je pense qu'il ne faut pas s'arrêter, sinon on risque d'avoir une... Alors par contre, là où tu as sans doute raison, c'est que quand on a des acteurs qui ont un niveau d'endettement élevé, et c'est la situation actuelle, on peut s'accorder là-dessus, il y a toujours le risque de la debt deflation, c'est la déflation par la dette. C'est-à-dire qu'à un moment, si cette accumulation de dette n'a pas comme sous-jacent une croissance économique pour les États, donc des recettes fiscales, ou pour les entreprises, un cash flow, un chiffre d'affaires, des marges, et bien à ce moment-là, tu as une phase d'ajustement qui peut devenir déflationniste pour le coup. Et donc ça, c'est cet équilibre-là qu'il faut pas qu'il y ait une rupture. Donc la stratégie des petits pas est la bonne, mais dire qu'elles ont été trop loin, non, moi je pense pas. Alors, Wilfried, il y a débat. Un mot, et puis Axel. Oui, enfin voilà, on va pas épiloguer dessus. Non, mais si, parce que ça montre bien les positions très différentes qu'il peut y avoir aujourd'hui dans le marché. J'ai l'impression que... Je trouve qu'on est déjà en territoire très restrictif. Chacun est conforté dans ses convictions par la série de données ou le flux de données qu'on peut suivre. Je pense que chacun, à un moment donné, doit avoir une
conviction avec les doutes qui sont associés à sa conviction. Enfin, je pense que je ne connais pas personne qui disent, en tout cas de sérieux, qui disent je suis sûr à 100% de mon scénario. Hein, évidemment, il y a énormément de questions et d'incertitudes qui sont attachées à ça. Encore très tranchées et que chacun de part et d'autre peut être conforté. La lecture macro est difficile. Hein. On peut trouver plein d'indicateurs avancés négatifs et se rassurer en regardant un peu dans le rétro et en se disant bah oui, c'est très négatif devant, mais à chaque fois derrière c'est un peu plus positif. Je pense qu'un des points centraux d'attention, c'est qu'il est très difficile de savoir précisément qu'est-ce qu'est l'inflation sous-jacente. C'est-à-dire que tout repose en termes de scénario macroéconomique, de niveau de restrictif, de niveau de position restrictive des taux, sur cette notion véritablement de déflateur en termes d'inflation sous-jacente. Et même les banquiers centraux, quand on les interroge de façon pointue et récurrente dessus, c'est pas très clair, puisqu'au début, ils se ressentent sur l'inflation justement cœur, mais en disant, ah ben non, finalement, c'est pas l'inflation cœur, et c'est absolument pas clair. Là, on arrive quand même, c'était, je sais plus quel banquier central, qui avait dit, c'est l'inflation corps, service, ex-shelter. Là, c'est du super corps, chacun sa petite mesure. Et donc la question, c'est effectivement ça. C'est est-ce qu'on a effectivement une véritable notion ? Est-ce qu'il faut se fonder tout simplement sur l'inflation pure et derrière effectivement définir ? Moi, je pense qu'effectivement on a des niveaux de ce point de vue-là déjà très restrictif. C'est d'ailleurs ce qu'a dit James Bullard. James Bullard est quand même le chef de file des Faucons qui a dit on est dans le bas du range suffisamment restrictif pour l'économie américaine. Donc même lui assure quand même qu'on est déjà dans un territoire restrictif. Moi je pense qu'on est trop restrictif. Xavier pense qu'on n'est pas suffisamment restrictif. Mais la question c'est effectivement qui tourne autour, pas tous les débats je pense, tournent autour de cette fameuse notion d'inflation sous-jacente. Est-ce qu'on a ça ? Est-ce qu'on ne l'a pas ? Et l'avenir nous le dira. Hein, mais moi je pense qu'on est effectivement relativement bas. Axel, vos commentaires et la question zone euro, est-ce que le problème d'inflation en zone euro, la dynamique, la structure inflationniste endogène en zone euro est plus grave ou plus compliquée pour une banque centrale comme la BCE que ce qu'on observe aux États-Unis ? Oui, juste un mot sur le système bancaire américain avant. Quand on regarde un petit peu les chiffres à la semaine des encours de crédit, on ne voit pas de crédit crunch. Il y a eu un effet très, très significatif et violent au moment où SVB évidemment s'est effondré. On l'a vu sur le commercial real estate, on l'a vu sur un certain nombre de parties du marché du crédit. Depuis, le crédit à l'immobilier commercial est reparti à la hausse. Il n'y a pas eu de changement de tendance sur le crédit à la consommation. On voit que la consommation tient très bien et c'est quand même 70% de l'économie. Il y a une certaine contraction des prêts aux entreprises. C'est moins 1% depuis le début de l'année, quelque chose de cet ordre-là. En revanche, le crédit hypothécaire était déjà très, très bas, mais du coup, continue de sa légère remontée avec l'amélioration des conditions sur le marché du logement. Donc, il y a l'intention des banques exprimée au travers des surveys et il y a la réalité des chiffres depuis le stress sur SVB qui tend à infirmer plutôt le durcissement des conditions de crédit. On regarde simplement le long cours à la semaine, on ne le voit pas en fait. Et donc ça, cette partie-là, ce durcissement des conditions de crédit, qui est quand même la résultante aussi de la politique monétaire et un objectif pour la Fed, il équivaut peut-être à un resserrement en termes de hausse de taux moins important que ce qu'on pouvait imaginer au moment de SVB. Oui, ou alors peut-être qu'il est encore devant nous vers le 4e. Je ne sais pas, peut-être que ça prendra du temps à percoler dans l'économie, mais en tout cas, depuis le stress bancaire, clairement, les choses sont plutôt normalisées, en fait, et on est revenu sur la tendance ex-ante. En Europe, la situation est un petit peu, évidemment, toujours plus complexe. La BCE fait face à des gouvernements qui ont fait des chèques à tout le monde et une politique budgétaire qui ne l'aide pas, en fait, dans sa lutte contre l'inflation. Donc, il y a eu l'effet induit initial où les recettes fiscales ont été gonflées par l'inflation, la reprise, etc. Donc, on a eu tendance à être d'autant plus dispendieux. C'est toujours difficile de reprendre ensuite ce qu'on a distribué. Et donc, on se retrouve dans une situation où, finalement, on fait beaucoup de transferts aux gens. Les revendications salariales s'affirment. On voit que les gens ont conscience de la perte de pouvoir d'achat et le chômage baisse partout en zone euro. Dans tous les pays, on a des niveaux de chômage qui sont plus bas. Donc, non seulement pour des raisons cycliques, pour des raisons d'inflation passée, pour des raisons simplement de pénurie de travailleurs. Cette économie de pénurie, effectivement, c'est quelque chose qui va rester avec nous pendant un certain temps. Je pense qu'on l'a vu dans les salaires négociés, on est à 4,3, on n'a jamais eu ça en zone euro. On a les coûts salariaux au 4e trimestre dans la zone euro, c'était plus 5,7. Et donc, ça alimente cette inflation. Sur les services, on est autour de 5. Et c'est une inflation qui est très inerte, en fait, l'inflation dans les services. Donc, ça va durer un petit peu. Est-ce que la BCE est restrictive aujourd'hui ?
Pas vraiment, les taux réels sont encore très, très faibles. Là où ça va devenir restrictif, c'est avec les politiques quantitatives qui vont s'affirmer. On a les remboursements forcés des TLTRO qui vont détruire à peu près 600 milliards d'euros cette année, entre juin, septembre, décembre. Et on a le quantitative tightening qui va diminuer le bilan d'à peu près 150 milliards supplémentaires. Donc là, on va rentrer peut-être dans le dur, avec probablement un effet de remontée de l'euro un peu plus affirmé, puisqu'on réduit la base d'euros, on détruit des euros. Et là, peut-être qu'on aura un petit peu plus de traction sur les décisions monétaires de la BCE. Il faut voir d'où on partait aussi. L'année dernière, les taux étaient négatifs. Et on a beaucoup de mal à sortir de cette logique avant, en plus, d'entamer des hausses de taux qui étaient inimaginables et qui ont été évidemment nécessaires. Donc voilà, je pense qu'il y a encore du chemin à couvrir. Ils vont se donner un petit peu de temps pour voir l'effet des politiques quantitatives. Et donc, ils vont s'arrêter, je pense, autour de 3,75, sachant que le resserrement passe par d'autres outils que la hausse des taux. Le risque sur les salaires, il est enfin, au regard notamment du système de négociation, de la rigidité que ça peut impliquer aussi dans un certain nombre de branches, de secteurs, c'est déjà un fait accompli, cette spirale prix-salaire, au moins, parce que les salaires sont négociés pour cette année, mais ils sont aussi négociés déjà pour l'an prochain, et même en Allemagne, peut-être même pour le début de 2025. On a déjà des options ou des perspectives de salaire déjà ancrées dans les négociations début 2025. Oui, je pense que... D'ailleurs, peut-être la force des entreprises aujourd'hui, c'est quand vous êtes en capacité de lâcher un petit peu sur les salaires, c'est aussi que vous savez que vous avez la marge pour le faire et vous maîtrisez un petit peu le timing de la hausse de vos coûts. Donc, c'est un signe de confiance des entreprises. Un signe de confiance des entreprises. On l'a vu sur, je crois, IG Metall en Allemagne, où c'était 5 plus 3. Et donc, on a pour donner 8 de hausse de salaire. Mais donc, on a ce coup d'avance quand même pour les entreprises qui permet de maintenir les marges élevées. Wilfried, sur la zone euro, alors dans bon, il y a eu la révision du PIB négatif, effectivement, au T1. Après, les perspectives italiennes de croissance ont été révisées à la hausse. Ouais, et puis si on enlève l'Irlande, on est plus négatif. Oui. Bah oui. Donc en fait, sachant qu'Irlande a quand même des effets fiscaux qui sont quand même très importants. Le PIB irlandais, c'est 5 entreprises, quoi. Voilà. Donc je pense les impôts payés par ces entreprises, à peu près. Se focaliser sur le moins 0,1 alors que hors Irlande, on est ça me paraît un peu. Non, mais on a parlé aussi de la note française. Moi, je vois que l'Italie, que le Portugal, va être sans doute gradé par Moody's. La Grèce également va revenir en investment grade, etc. Non, je pense que la problématique de la dette, elle est au centre de beaucoup d'interrogations. C'est-à-dire qu'on a alourdi l'économie mondiale globalement avec des masses de dette considérables depuis 2008 et encore plus depuis la pandémie. Et ça rend les décisions économiques, on parlait des banques centrales, mais les décisions économiques de tous les acteurs extraordinairement complexes. Parce que l'économie réagit plus du tout de la même façon que ces réactions qu'elle pouvait avoir dans les années 80-90 quand on avait encore des taux d'inflation et des niveaux d'indicateurs qui pouvaient être comparables à ce qu'on a aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, la masse de dette et l'impact de ce levier dans l'économie est tel qu'en fait, on ne sait pas exactement comment est-ce que l'économie, comment est-ce que les banques, comment est-ce que les ménages, comment les entreprises vont réagir à tout ça. Et c'est pour ça que ça devient très important aussi de piloter d'une certaine façon la note des émetteurs. Et j'ai compris, moi je regardais comment est-ce que le Trésor français et Bercy se débattaient comme des beaux diables pour essayer effectivement éviter d'avoir une dégradation de la note française, parce que les impacts en termes, après, pas tellement sur la dette française. On sait très bien que la dette française, en plus, on a les meilleurs commerciaux du monde. Donc, dans les agences France Trésor, c'est quand même l'élite de Bercy. Hein. C'est quand même le sac Hermès de la dette mondiale. C'est à un moment donné, on fait la queue pour avoir la chance d'acheter la dette qui vous permet exactement d'avoir la dette sur mesure, telle qu'on en aimait tellement, c'est sûr, telle que vous en avez toujours voulu. Est-ce qu'on se fiche de la notation de SM? On n'a plus que ça pour essayer d'apporter un sérieux budgétaire, essayer de préserver une perspective ou une notation. Non, mais ça veut dire que pour l'État, c'était pas si important que ça, encore que après, effectivement, sur l'échelle de temps, ça commence à compter. Mais c'est surtout qu'en fait, vous faites remonter les taux
de financement de votre économie par ricochet sur tous les niveaux de dette. Les agents, oui. Voilà, et à la fois les ménages, les entreprises, etc. Et donc ça pèse de plus en plus. Et dans une économie, une fois de plus, qui est en particulier du côté des entreprises, qui est extrêmement endettée. En France, on est extrêmement endetté. Il faut faire attention à ça. Alors, il y a des remboursements de PGE qui vont avoir lieu, mais on a quand même un niveau de levier, quand on compare à nos petits camarades dans les entreprises, qui a un niveau de levier qui est quand même significatif. Et donc ça, c'est un sujet qui, je pense, est dans la tête de tout le monde sur comment est-ce que le cycle peut se dérouler avec un niveau de dette qui n'a rien à voir avec ce qui a été précédemment et avec cette incertitude très forte sur les coûts de financement de l'économie et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce qu'on prend en compte comme inflation en fait Fondamentalement, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je regarde parfois avec un peu un petit sourire un peu ironique en disant finalement quand les chiffres d'inflation déplaisent, on en prend d'autres. Parce qu'effectivement, les chiffres d'inflation, les 2% d'inflation, c'est dans les objectifs, c'est 2% d'inflation. On n'a jamais. C'est que tout le monde maintenant prend les stats nationales. Moi, je n'ai toujours utilisé que l'indice harmonisé des prix européens, Eurostat, pour comparer. Et depuis qu'il y a de l'inflation, chacun est sur son petit chiffre domestique. Et on veut surtout pas voir le chiffre harmonisé. Surtout, ça veut dire que qui est toujours un peu plus élevé. En tout cas, en France, c'est le cas. C'est extrêmement fragmenté. Oui. C'est-à-dire que raisonner en moyenne, c'est extraordinairement dur. Oui. Et donc, effectivement, derrière, par quel bout est-ce qu'on prend ça ? C'est extrêmement. Pour moi, c'est vraiment la clé. C'est le niveau de dette. Comment une économie va réagir avec ce niveau de dette, avec ce niveau qui, moi, je pense, est déjà très restrictif et avec des niveaux de taux d'intérêt réels quand on se projette sur l'inflation future, qui sont déjà, pour moi, légèrement positifs, voire très positifs. C'est pas des niveaux négatifs, c'est pas vrai. En tout cas, Mais d'où l'importance du marché du travail. Je veux dire, s'il y a ce débat sur la mesure de l'inflation, etc., une manière de regarder peut-être assez simplement les choses avec des chiffres qui sont quand même très sérieux, très pertinents, c'est de regarder justement la tension qu'on a sur le marché du travail. C'est ça qui pilote quand même beaucoup des décisions des banques centrales aujourd'hui. Oui, mais la tension sur le marché du travail, mais n'a jamais été un indicateur avancé dans l'économie. Jamais. Non, mais les chiffres européens, les chiffres européens, vu la structure sociale d'accompagnement du travail en France, notamment, c'est des chiffres qu'on peut avoir de manière très précise, très fiable, qui ne sont pas si retardés que ça. Le chiffre NFP est révisé très très longtemps après. Les chiffres d'emploi en France, ils ne sont pas révisés. Mais ils sont instantanés. Mais mais ils sont fiables, instantanés et pas révisés. Façon de piloter l'économie en regardant dans le rétroviseur, bon sang de bon sang. Non, mais c'est vrai. À un moment donné, on se focalise sur les indicateurs les plus retardés. On regarde, on vient de discuter du PIB, l'indicateur retard, le chômage, indicateur de retard. On peut regarder les intentions des entreprises. Il y a des enquêtes aussi autour du travail. Ça tombe. C'est en train de tomber. C'est en train de plonger. Les indicateurs sont en train de plonger. Donc, en tout cas, en termes de différentiel, on n'est pas du tout sur un différentiel positif. Alors après, on peut dire oui, ça va rester, etc. Mais il n'y a aucune enquête qui nous dit ça va continuer à monter. Axel, à quelles données on se fie ? Non, mais c'est une question vaste. Mais c'est vrai que pour piloter la politique monétaire aujourd'hui, c'est quoi l'indicateur pertinent ? L'indicateur pertinent, je pense que c'est tous les indicateurs de transmission de la politique monétaire, savoir si on a l'objectif recherché en termes au jour d'aujourd'hui, du durcissement des conditions de crédit. Ça, il va falloir voir au moment où ils auront atteint le... Donc c'est les enquêtes de crédit, distribution, production de crédit, nouveaux, conditions. Exactement. Je pense que ça peut être un indicateur. Je pense que malgré tout, le niveau du chômage nous renseigne beaucoup à la fois sur le potentiel restant d'augmentation de la liquidité sans tension, de l'activité sans tension. Ça, je pense que on ne sait jamais trop où se situe le niveau de chômage qui n'accélère pas l'inflation, mais quand on est au plus bas historique dans beaucoup de pays, on peut raisonnablement penser qu'on est dans une phase qui est propice à l'accélération de l'inflation. On sait que l'inflation, peut être bénéfique un petit peu cycliquement, mais à terme, c'est quelque chose qui pèse sur tous les budgets. Donc, et y compris le budget de l'État, d'ailleurs, parce qu'au-delà de l'effet initial de gonflement des recettes par l'indexation des prix, vous cristallisez aussi des niveaux de dépenses qui sont beaucoup plus difficiles à défaire ensuite. Donc, c'est une mauvaise bonne nouvelle. Je comprends. C'est une bonne nouvelle malheureuse initialement. C'est quelque chose c'est une mauvaise nouvelle. qu'il faut malgré tout. Je pense qu'il
y a un bénéfice à avoir une prévisibilité de l'inflation et il faut préserver un environnement au moins de stabilité. Alors peut-être que 2 c'était trop bas, peut-être que on peut mais c'est le mot stabilité qui est important là. C'est le mot stabilité, c'est l'incertitude qui va avec et qui engendre peut-être de mauvaises décisions de la part des acteurs privés quand elle est trop volatile. Xavier, pour poursuivre la discussion, je voulais qu'on dise un mot de la Chine. Pourquoi il n'y a pas d'inflation, mais pas du tout d'inflation en Chine, alors que même au Japon, il y a de l'inflation. Non, mais c'est le seul endroit au monde où il n'y a vraiment rien qui se passe de ce point de vue-là. Tu as raison, parce que moi je ferai un parallèle qui sera audacieux pour beaucoup d'entre nous. Pour moi, la situation chinoise, c'est une situation japonaise. Revue et corrigée à l'échelle chinoise, chinoise, mais vieillissement démographique et crise immobilière. Et le parallèle est troublant. Et donc, ils sont dans cette phase de transition de modèle qui va être très très compliquée. Ils sont à la fin de leur 30 glorieuses, donc ils sont à la conjonction de plein de champs de contraintes, dont le vieillissement démographique est quand même une contrainte majeure, et là pour le coup déterministe. Et la façon dont ils ont traité le Covid est quand même, moi je trouve, très très intéressante. Comment ils ont traité le Covid au fond? Ils sont à l'origine du Covid, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se barricadent pendant 3 ans et ils laissent le reste du monde chercher l'immunité collective. Et quand le reste du monde a atteint l'immunité collective, ils rouvrent les frontières. Donc ça te donne l'idée quand même. C'est une très grande puissance, c'est la puissance dominante, c'est le milieu, mais la puissance du milieu. Mais je pense qu'ils ont un tel champ de contraintes que, à mon avis, ils rentrent dans une forme de déclin paradoxalement. D'accord. Et donc la pression déflationniste emporte tout, quoi. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre en place ces institutions pour pouvoir basculer dans un modèle de consommation interne. Et en même temps, ils ont une crise immobilière qui vient détruire une partie de l'épargne. Et donc ça, c'est très compliqué. Si tu veux, pour favoriser un modèle de consommation interne, il faut toute une série d'institutions. D'ailleurs, on voit que la revanche du consommateur chinois, elle n'est pas du tout de l'intensité de ce qu'on a vu aux États-Unis ou en Europe. On a plaqué nos schémas occidentaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sécurité, oui. Oui, mais ils ont vu la mort en face. Oui, c'est pas 30 000, 40 000 morts, comme le disent officiellement les statistiques. Oui, bien sûr. C'est des dizaines de millions de morts auxquels ils ont été... La psychologie collective en Occident a été affectée aussi. Mais en Chine, je pense qu'on n'imagine pas l'impact que ça a eu. Et donc, il y a une interrogation sur le pouvoir politique qui, lui, renforce le dispositif. Mais si tu veux, ça, au lieu d'assouplir, au lieu de créer... Donc, ça ne favorise pas ce basculement vers la consommation interne. Et donc, on va avoir probablement un modèle économique qui va commencer à gripper. Et puis, le vieillissement de la démographie de la population active, plus l'atteinte de la frontière technologique... Là, je veux dire, c'est bon, ils rentrent dans une phase de stagnation et peut-être même que, quand je rigolais sur le modèle japonais, mais à mon avis, ils n'en sont pas très loin. Donc, là, pour le coup, le Japon nous indique que ça peut durer des décennies. Je demandais à un investisseur émergent qu'est-ce qu'on a raté sur la Chine, parce qu'il y a un peu de déception. Il me dit, là où on s'est trompé, c'est qu'on pensait qu'ils avaient accumulé de l'épargne excessive et que non, c'est de l'épargne de précaution. Exactement. Non, moi, ce que je trouve très, très juste, c'est qu'effectivement, on voit en Chine se développer, si on utilise un terme un peu pédant, une mentalité obsidionale, c'est-à-dire effectivement une mentalité d'assiégé, avec la volonté de monter les murs, les douves, les herses, les crocodiles, pour être absolument protégés. Et ce qui est très frappant, c'est que, pour rebondir sur ce que disait Xavier, c'est que lorsqu'on regarde par exemple les modèles d'intelligence artificielle chinoise, ils marchent beaucoup moins bien aujourd'hui, ils sont beaucoup moins performants que les modèles occidentaux, parce que justement le pays est totalement fermé. Et donc que la masse de données dans lequel... qui vient nourrir l'IA, dans lequel la connaissance d'une certaine façon est vectorisée. Ces modèles d'apprentissage en fait vectorisent la connaissance à partir d'une masse de langage. En fait, c'est beaucoup moins riche. Parce que c'est beaucoup moins ouvert, parce qu'il y a beaucoup moins de confiance, d'innovation, de circulation. Et donc les modèles tels qu'ils nous ont été présentés, en tout cas qu'on sent un tout petit peu depuis l'extérieur, les modèles de Baidu ou d'autres, sont avec une génération aujourd'hui de retard par rapport aux derniers modèles, que ce soit les modèles de Bard de Google, le ChatGPT de Microsoft et d'OpenAI. Et ça, c'est le reflet de l'enfermement de la Chine. Et ça, c'est effectivement le reflet du problème qui commence à arriver véritablement là, concrètement, dans l'économie.
il va falloir ouvrir d'une certaine façon. Et donc là, le dilemme chinois va être absolument horrible. C'est soit effectivement, je renonce à cette mentalité de je recrée l'empire du milieu et finalement, vous venez vous agréger autour de moi et vous faites partie de l'empire. Il n'y a même pas de nation, vous faites partie de l'empire. Ou alors je m'ouvre. Et dans ce cas-là, je renonce à tous mes principes de socialisme à la chinoise et le fameux premier principe de Xi Jinping, que je rappelle régulièrement, des 14 principes, assurer le leadership du Parti communiste chinois sur toute forme d'organisation sociale en Chine. Le premier principe qui est inscrit dans la Constitution, auquel cas, effectivement, ça rend, je pense, tous les investisseurs un peu songeurs. Oui. Axel, je reviens à ma première question. Pourquoi il n'y a pas d'inflation en Chine? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que pour nous, reste du monde, c'est idéal d'avoir quand même un filet de reprise en Chine, mais ni trop chaud, ni trop froid? Ce serait idéal. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est qu'en assez peu de temps, on a craint la reprise chinoise. Oui, bien sûr. À la fin, en décembre, on craignait l'impact de la reprise industrielle chinoise sur les prix des matières premières, etc. Il y a eu un engouement sur les prix des matières premières qui s'est évidemment dissipé depuis quelques temps. La consommation, malgré tout ce qu'on dit, la consommation, c'est le seul truc qui surnage en Chine encore, mais effectivement, elle est capée par les effets patrimoniaux durables liés au marché du logement. C'était là, parce que effectivement, il y a une contrainte sur les sorties de capitaux en Chine, il y a une contrainte de capacité des marchés financiers en Chine, qui fait que le logement capte l'essentiel de l'épargne des Chinois. Et donc, quand on a un retournement d'une ampleur telle qu'on a connue en 2022, forcément, ça a un impact très fort sur la consommation. Du point de vue démographique, je concours tout à fait. Pour donner juste un chiffre et donner l'ordre d'idée des problèmes chinois, c'est la population active, elle s'est contractée de 47 millions l'année dernière. 47 millions, ça a l'air d'être rien à l'échelle de la Chine. C'est toute la population active de l'Allemagne, par exemple. C'est un peu, alors évidemment, la productivité moyenne n'est pas la même, mais c'est le type de choc auquel seront confrontés régulièrement les Chinois au cours des... ils seront 500 millions à la fin du siècle, normalement. Divisé par deux. Oui, la population divisée par deux. Divisé par deux, même. Donc, c'est effectivement un frein considérable à la croissance, et avec les effets de repli, de durcissement du régime qui amplifie ce phénomène. Le conflit larvé avec les Américains les aide pas non plus, et ils vont accumuler de retard dans ces nouvelles technologies avec la pression américaine, c'est sûr. Et ils seront jamais première économie mondiale. Vu ce que vous décrivez, il le sera peut-être ponctuellement, mais ça ne sera pas une tendance, ce ne sera pas une suprématie installée, quoi. Pour faire, c'est la productivité. Il doit y avoir un miracle de productivité en Chine pour que ça arrive. Petit tour de table, il nous reste 2 minutes là pour dire un mot. Bon, les actions mondiales, je regarde quand même les grandes classes actives, c'est ce qui a offert jusqu'à présent le meilleur retour depuis le 1er janvier. On voit l'indice de volatilité, indice de stress, indice de la peur, à moins de 14. Ouais. On ne peut plus trop parler de pessimisme à ce niveau-là. Ça va. Wilfried. On a connu plus bas quand même, en 2000. Oui, on était à 10, moins de 10 à un moment, au moment de la grande complaisance. 2014-2015, oui. autour de 7-8. Oui, et puis il y avait quoi, un espèce de Volmageddon, c'est ça aussi à un moment. Ça c'était 2018. C'est plus tard ça. Bon, on arrive bientôt à mi-année. Qu'est-ce qu'il convient de faire? Moi, je vais être conforme à mon scénario qui voit les taux en fait baisser. Et quand les taux baissent, à un moment donné, c'est favorable en fait au marché action. Donc moi, je suis plutôt relativement positif sur le marché action, parce que je pense que même si la croissance peut baisser, même si les taux baissent parce qu'il y a une récession ou parce qu'il y a moins de croissance, le marché action peut tenir. Si on garde un tout petit volant d'inflation supplémentaire, c'est autour de 3%, et une croissance à zéro, même légèrement négative, ça veut dire que notre PIB nominal continue à monter, donc ça veut dire que les boîtes peuvent continuer à monter les profits, et si en plus, effectivement, on a cette anticipation de baisse de taux, c'est favorable au marché action, donc plutôt favorable au marché action. Vous adhérez à la démonstration? Oui. Non, mais c'est sans avoir le même... En termes d'investissement... Pour l'instant, on est dans un environnement où, oui, la croissance nominale est là, donc croissance du chiffre d'affaires, croissance des earnings. La seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'à un moment ou à un autre, les structures de coûts vont rattraper la croissance de l'activité? C'est ça, parce que derrière, il peut y avoir la récession bénéficiaire.
Donc pour l'instant, on n'y est pas. On est une espèce de plateau, en tout cas en Europe. On est sur une espèce de plateau, voire légère progression. Mais c'est à bien suivre parce qu'on peut être dans un instant où, d'une certaine façon, la demande commence à fléchir. Ouais. À ce moment-là, les entreprises commencent à réagir avec des structures de coûts, notamment basse salariale, qui sont en train d'être inflatées. Et donc là, d'un seul coup, c'est l'effet un peu inverse de ce qui s'est passé sur l'année 2022. Et donc c'est ça qu'il faut suivre. Pour l'instant, on ne le voit pas. Donc c'est très rassurant. Les primes de risque ne sont pas profondément inquiétantes. Donc pour l'instant, pas de risque. Où est-ce qu'on est confortable aujourd'hui là, dans des marchés globaux tels que vous les regardez, tels que vous les suivez, Axel ? Je pense qu'on est assez confortable effectivement sur les actions, cette capacité de résilience des marges, cette protection naturelle contre l'inflation, je pense est assez appréciable encore. Sur le crédit, on est assez confiant aussi, le crédit aux entreprises, avec des spreads contre Bund autour de 170 points de base, ça se regarde, en particulier sur la partie courte. Finalement, c'est un des endroits où vous avez très peu de volatilité depuis le début de l'année. Le crédit, vous avez des rendements autour de 4%, très réguliers. Ça bouge un petit peu avec les spreads ou les taux. Ça se comporte plus comme les actions que comme l'obligataire, le crédit aujourd'hui. Oui, effectivement, mais il y a, le spread a un petit peu compensé les taux, ce qui fait que si vous regardez uniquement le taux actuariel de la classe d'actifs, vous êtes autour de 4 depuis le début de l'année, avec une stabilité qui est assez remarquable en euros. Sur le high yield, on a peut-être un petit peu d'excès sur des plus mauvaises signatures ces derniers temps, mais là, ça paye encore des primes autour de 500 points de base. Le haut du panier du high yield est totalement achetable, avec un risque de défaut qui reste relativement maîtrisé. Et puis, il y a toujours ce risque qui est peut-être sous-pricé d'inflation, et donc qui laisse un petit peu de place aux emprunts indexés, je pense. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, invités de Planète Marché ce soir. Axel Bott, Ostrom Asset Management, Wilfried Galland, Montpensier Finance et Xavier Patrolin, Albatros Capital.